Et oui, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir échanger avec vous parce qu'en fait, vous n'êtes, on a, nous pédopsychiatres avons un peu les mêmes problèmes que vous. Et du coup, je vais me permettre un début d'interprétation systémique sur ce qui se passe en ce moment. Je sens beaucoup d'enthousiasme, et c'est bien. D'ailleurs, vous êtes, comme beaucoup de chercheurs en médecine générale et en soins primaires jeunes, donc il y a de l'enthousiasme, mais aussi un fond de perplexité. Et d'ailleurs, alors pas pour vous qui êtes là, mais chez pas mal de confrères généralistes, cette complexité parfois se confine à des mécanismes de défense que j'ai vus chez vos collègues, alors il n'y a pas les no-fake-med, vous savez, qui sont vraiment contre les médecines alternatives, etc. Et vous avez dû remarquer que, curieusement, parmi les collègues qui portent le no-fake-med, il y a beaucoup de médecins généralistes, et des hommes. Alors, pourquoi ça? De mon point de vue, parce que vous êtes pris dans une injonction paradoxale. C'est que, sûrement beaucoup plus que les autres spécialités médicales, on vous demande d'asseoir vos décisions sur de l'evidence-based medicine. Par exemple, vous prenez les spécialistes des maladies orphelines, ils n'ont absolument pas ce problème. Il n'y a pas d'evidence-based, c'est eux qui écrivent les recos, ils écrivent les recos des soins qu'ils ont envie de donner. Mais bien sûr, quand on travaille principalement avec des maladies largement prévalentes, eh bien, il y a plein de données, et donc du coup, vous devez faire ce que la science dit. Et c'est sûrement très bien, hein. Peut-être pas jusqu'à ce point, mais c'est sûrement très bien. Donc du coup, vous vous sentez obligé de faire ça, et on vous le demande, mais de notre côté, ben, il n'y a pas vraiment les données qui correspondent à ce que vous voyez dans votre pratique quotidienne. On est bien d'accord, hein. Du coup, vous voulez faire de la recherche pour avoir des données qui montrent que ce qui se passe dans la vie quotidienne, peut-être que ça serait différent et qu'il faudrait avoir de l'evidence-based qui correspond à ce que vous voyez. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est une injonction paradoxale. Et ça vous rend perplexe. Et même en rajoutant, le truc, c'est que même en rajoutant un 0 au PHRC, ça changerait rien. Ça changerait rien. Pourquoi? Ben parce que vous savez, pour ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux anticoagulants oraux, quand on les a évalués, il y a des essais qui coûtaient jusqu'à 200 millions d'euros, un essai, une indication. Voilà, donc c'est juste, vu le nombre de questions que vous avez à vous poser, c'est juste impossible d'avoir de l'evidence-based medicine solide pour pouvoir étayer tout ce que vous faites. Alors, du coup, comment réagir à ça? Eh bien, il faut réfléchir, faire un pas en arrière et se demander, mais finalement là-dedans, ben, comme en fait avec les traitements, il faut être co-efficace. Il faut être co-efficace avec la recherche, comme il faut être co-efficace avec les prises en charge. Voilà. Et du coup, il faut se demander quelles sont les études les plus co-efficaces par rapport aux questions que vous vous posez. Alors, il y a tout un tas de questions qui relèvent de méthodologie qualitative. Il y a des experts ici. Les experts dans les méthodologies qualitatives en médecine relèvent grosso modo de la médecine générale et de la pédopsychiatrie. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et donc, après, il y a le quanti. Et dans le quanti, eh bien, en fait, c'est pas simple de savoir finalement quelles sont les méthodologies les plus efficaces pour le coût qu'elles représentent. Et là, si on essaie à coup de serpe de simplifier, ben, en particulier pour l'évaluation d'une thérapeutique, ce qui est quand même au cœur de nos questionnements. Hein. Pour évaluer une thérapeutique, il faut quoi? Il faut de la variabilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un seul traitement, il en faut plusieurs, donc il faut de la variabilité. Il faut de la comparabilité pour pouvoir comparer, et il faut de la transposabilité pour que ça puisse vraiment s'appliquer à ce que vous voyez. Donc, variabilité, comparabilité, transposabilité. Et la question, c'est comment panacher les trois? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus là-dessus. Voilà, il n'y a pas de consensus là-dessus. Et on en discute souvent avec votre président du conseil scientifique, le camarade Boussageon, c'est ça? Voilà. Donc on en discute souvent et à l'infini. Pourquoi? Parce que notamment la balance entre comparabilité et transposabilité est quelque chose de redoutable et
Et d'ailleurs, on ne sait pas, un essai extrêmement bien comparable, en général, n'est pas transposable, et la réciproque est vraie. Et qu'est-ce qui est le mieux, finalement? Eh bien, il n'y a pas de réponse à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux? Et alors, certains vont dire, ouais, mais quand même, si c'est pas comparable, alors la preuve est faible, et c'est ça qui compte, c'est la preuve qui est faible. Mais ça, c'est un peu une prise de position, là aussi, défensive, hein. Si vous voulez, en fait, de mon point de vue, en tout cas, c'est un point de vue personnel, cette fixation sur la comparabilité vient plus du fait qu'une étude qui garantit la comparabilité va être convaincante et on a besoin d'être convaincu. On a besoin d'être convaincu et peut-être que, du coup, peut-être que la randomisation est utile pour des raisons méthodologiques évidentes, mais parce qu'elle convainc les gens. Et que si les gens ne sont pas convaincus que les bons traitements sont les bons traitements, ils ne vont pas les utiliser, et donc du coup, oui, il faut randomiser, mais pas forcément pour les arguments qu'on croit. Et donc à ce moment-là, il faut être lucide. Ce n'est pas en termes méthodologiques et mathématiques que la comparabilité est aussi importante, c'est pour des raisons de santé publique et de conviction, et alors entre nous, mais avec les autorités de santé, c'est vraiment flagrant, hein. Parfois des gens dont ce n'est pas le métier. Et on a beau leur dire, mais vous savez, en fait, c'est plus compliqué que ça, et surtout quand on est pédopsychiatre, eh ben, ils ne vous croient pas. C'est très impressionnant de voir comme ça, comme la méthodologie peut devenir une espèce de catéchisme, hein, que l'on récite comme ça pour se convaincre qu'on est dans la bonne direction. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous voyez, j'ai entendu, ah oui, mais alors il y a aussi les études d'implémentation. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme si d'un côté, il faudrait faire deux types d'études, des études pures mais inapplicables, et des études de salle mais applicables. Et donc, il faudrait les deux pour avoir la vérité. Et peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être qu'il y aurait des études pures qui seraient universellement vraies, et puis il faudrait, dans plein de pays, dans plein d'endroits, faire des études salles pour voir si ça marche vraiment chez les gens. Mais on pourrait aussi se demander quand même s'il ne suffirait pas de faire une étude qui permettrait raisonnablement de répondre aux deux. En tout cas, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que ça mérite de se poser la question, surtout qu'il faut être décomplexé par rapport à tout ça. En ce moment, les traitements qui arrivent sur le marché, je parle des thérapies cellulaires, 1 sur 2 est évaluée et remboursée à un prix incroyable, sans bras contrôle. Sans bras contrôle. Le Zolgensma, 2 millions d'euros une injection, une étude sans bras contrôle. Un patient, 2 millions d'euros, 40 000 heures de pédopsychiatre. Alors, du coup, partant de tout ça, quelle est la solution? Eh bien, coût-efficacité et opportunité, et éviter le syndrome de Calimero. Vous savez qui était Calimero? Je vois les plus âgés sourient. Dans ma spécialité, on a tendance à être un peu comme ça. Calimero, c'était un petit canard noir qui est né comme ça, et il était différent, et du coup, personne ne l'aimait, etc. Il disait sans arrêt, c'est trop injuste, personne ne m'aime, etc. Il faut arrêter de dire ça. Alors, nous, on a tendance à dire, hein, personne nous aime, on n'a pas d'argent, on est différent, les études c'est compliqué, on ne se sert pas de médicaments, on se sert de psychothérapie, c'est pas remboursé, sauf un peu maintenant, etc. Stop, il ne faut pas dire ça, il faut dire c'est la réalité, c'est comme ça, c'est injuste. Pendant longtemps, il y a eu plein d'argent pour les maladies orphelines qui traitaient très peu d'argent, et pour traiter les maladies très fréquentes, eh ben, en vie réelle, il n'y avait rien. Ben, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est pas nous qui pouvons y faire quelque chose à part le dire de temps en temps. Et donc, il faut prendre les choses comme elles sont. En plus, quand on est médecin, on a l'habitude de faire ça. On prend les choses comme elles sont et on avance. Et donc, du coup, il faut avancer, et c'est ce que vous faites, hein, c'est l'enthousiasme, et donc il faut réfléchir aux opportunités, et c'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire que vous pouvez faire des essais randomisés, très bien, et d'ailleurs ça vous rend convaincant, c'est très bien, mais à la condition d'avoir une question simple. Vous avez vu, un essai randomisé, dès que la question n'est pas simple, ça ne marche pas. Donc il faut avoir une question simple, et à ce moment-là, c'est convaincant. Mais entre nous, vous en ferez un ou deux dans votre vie, vous n'en ferez pas plus, tellement que c'est chiant. Et après, vous pouvez décliner à l'infini les designs méthodologiques. Il y a de la créativité. Bien sûr que vous pouvez analyser les bases de données de l'assurance maladie, extraordinaire pour les soins primaires. Extraordinaire. Puisqu'en gros,
Ce qu'il y a dans le SNDS, c'est un peu vous quand même. Donc là, on est à l'autre extrémité, et entre les deux, vous avez Constance, vous avez Nutrinet, vous avez E3N, c'est-à-dire les grandes cohortes françaises en population générale, 100 000 sujets. Vous avez de la puissance statistique pour aborder les questions de médecine générale et de soins primaires, mais vous pouvez faire des essais randomisés en cluster, vous pouvez faire du step wedge, vous pouvez prendre des contrôles historiques, vous pouvez prendre du SCED, vous savez, un cas unique répété dans la migraine, un ou deux patients, avec un ou deux patients, vous avez un papier. Donc voilà, recherchez les opportunités qui vont faire que vous allez pouvoir répondre aux questions que vous vous posez avec le maximum d'efficacité. Eh bien, bon courage.